Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette heure spéciale de défense. Après la colère, l'émotion, place désormais peut-être, certains pourront me qualifier de fou, mais on se doit aussi une sorte d'être heureux de voir que Shiri, Ariel et Kfir peuvent retrouver leur dernière demeure en Israël et non pas à Gaza, sur la terre des terroristes. Je vous propose de retrouver cette journée de funérailles jusqu'à la mise en terre, préparée par Shani Guidalia. שירי, אני אוהב אותך ותמיד אוהב אותך. שירי, את הכל בשבילי. את האישה והאימא הכי טובה שיש. שירי, את החברה הכי טובה שלי. מישמיש, זה הכינוי שלך. מי יעזור לי לקבל החלטות עכשיו? איך אני אמור לקבל החלטות בלעדייך? את זוכרת את ההחלטה האחרונה שלנו בממ"ד? שאלתי אותך, נלחמים או נכנעים? אמרת לי נלחמים, אז נלחמתי. לסיום, נשמע את השיר Hold on to Memories, שמבטא את המקום בו ירדן שואף להיות ואת הבקשה שלו מאיתנו. Et pour mieux comprendre, puisqu'on vient de voir ces images particulièrement difficiles où le pays était en arrêt aujourd'hui, avec ses obsèques et ses funérailles de la famille Bibas. Docteur Ephraim Herrera, merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en histoire des religions, spécialiste du monde musulman. Pourquoi je vous ai fait venir? Rien à voir finalement avec ces obsèques, mais pour comprendre surtout l'antériorité des faits. Les Moudjahidines, qui se revendiquent comme étant ceux qui ont assassiné la famille, même si eux ne le disent pas, qui l'ont assassiné. C'est qui, ces Moudjahidines? C'est qui? C'est des dissidents du Fatah. Et dans les années 2000, il y a des divergences, mais disons en 2006, un clan bédouin qui s'appelle Abu Sharia, la famille Sharia, fonde ces Moudjahidines. Et l'idée, en fait, c'est de lutter contre Israël, de faire disparaître Israël. Mais il y a quelque chose qui ne colle pas. Fatah, normalement, c'est laïque. Moudjahidines, ce sont des salafistes. Ça, c'est une grave erreur de considérer que le Fatah est laïque. Tous les sondages montrent que plus de 90% des musulmans dans les territoires veulent la charia comme loi de leur pays. C'est une illusion qu'a l'Occident. Quand Arafat, par exemple, dit que l'accord qu'il a fait avec Israël, c'est comme l'accord de Hudaybiyah, c'est l'accord qu'a fait Mohammed avec les gens de la Mecque, il fait une référence religieuse. Il a un ministre des religions qui, après la mort de Mohammed, dit on l'a assassiné comme on a assassiné Mohammed. Donc c'est une fausse notion, il se présente comme laïque. Prenez par exemple le comité, la salle en fait de coordination des opérations palestiniennes qui groupe 12
clans, en fait, enfin 12 organisations, dont le Hamas, dont le FPLP, dont le FDLP, c'est-à-dire le Front populaire de libération de la Palestine, le Front démocratique de libération de la Palestine, et ces Moudjahidines, et encore d'autres, Al-Ansar et d'autres, ils publient régulièrement des pamphlets islamistes. D'accord ? Le tronc commun est fondamentalement musulman, orthodoxe, pour qui la simple présence d'un État non musulman sur une terre d'islam est une abomination à éliminer. Donc, si je suis votre raisonnement, le Fatah n'est plus celui qui dirige la bande de Gaza. Celui qui la dirige, c'est le Hamas. Absolument. Est-ce que les Moudjahidines qui ont assassiné la famille Bibas sont des mercenaires du Hamas ou sont des opposants au Hamas? Ah non, ils sont certainement pas opposants. Ils travaillent avec eux. Je vous ai parlé justement de cette salle de coordination des opérations conjointes palestiniennes qui groupe 12 organisations, dont le Hamas et dont ces Moudjahidines. Ils travaillent ensemble. En fait, ça permet au Hamas d'avoir un proxy dont on pourra toujours dire c'est lui le coupable. D'accord ? Et en plus, des fois, il perd des hommes, comme c'est arrivé pendant cette guerre. Il a perdu des membres de son organisation par la guerre. Et ben, il a encore, disons, on va estimer entre quelques centaines et 2000 personnes, 2000, disons, terroristes de ces Moudjahidines qui font des opérations avec eux. Ils tirent sur Israël, ils commettent des attentats, et quand ils sont rentrés le 7 octobre, ils sont rentrés avec eux. Ni moi, ni vous, ni moi, nous sommes psychologues, bien évidemment, pour comprendre ce qui se passe dans la tête de ces Moudjahidines. Il n'y a pas besoin d'être psychologue, ils le disent clairement. Ils le disent clairement. Pour eux, et pour tous les frères musulmans et tous ceux qui sont dissidents de ces mouvements, les juifs doivent être des dhimmis, des soumis. Or, ils ne le sont pas. Ils ont un pays indépendant sur une terre d'islam. Donc le djihad est un djihad défensif, qui est le fardaïn, qui est une obligation individuelle d'éradiquer cette triple infamie et triple impureté qui figure ici au Moyen-Orient. Ils le disent clairement, il n'y a rien à comprendre. Quand ils ont kidnappé cette mère et ses 2 enfants, pour eux, de manière automatique, c'était considéré comme des infidèles, comme des impurs? C'est bien pire que ça. Vu que ce sont des dhimmis qui se sont révoltés, leur sang est autorisé. Et leurs biens sont autorisés. De manière simple, c'est la loi islamique. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Mais alors si c'est clair pour vous, qui êtes docteur en religion, pourquoi le Hamas ment? Pourquoi le Hamas dit c'est Israël qui les a tués? Ah, parce que Mohammed a enseigné la guerre est tromperie. Donc ils transmettent un message à l'Occident qui va être accepté par l'Occident. Et le modèle de l'Occident, c'est quoi? Il y a des opprimés, il y a des oppresseurs. Donc si eux sont les opprimés, ben nous sommes les oppresseurs. On retourne chez Frantz Fanon. Et à ce moment-là, tous les mouvements qui visent à la liberté des individus, aux droits des peuples, etc., à disposer d'eux-mêmes, etc., ils nous classent dans les méchants et le Hamas dans les gentils. Peu importe ce qu'ils font. Donc dès le départ, en fait, c'était Après, il y a politisation par le Hamas de ses otages, monnaie d'échange. Mais dès le départ, l'objectif de prendre des otages, c'est de les assassiner? Non. Non, non. On va reprendre par exemple dans les premiers décisionnaires musulmans, par exemple, hein, d'accord, comme Abou Yosef, qui dit les prisonniers, on peut soit les mettre à mort, soit en faire des esclaves, soit les échanger. Or, il s'avère que les Israéliens sont très sensibles à la vie de chacun de ces otages, et donc c'est un moyen très fort de guerre contre les Israéliens. En plus, ça permet de faire une zizanie interne, et ils jouent avec ça. Mais quand ils fracassent des enfants et qu'ils les tuent, pour eux, il ne s'est rien passé, puisque ce sont les fils de koufars, de gens qui sont des infidèles, des renégats en plus, qui se révoltent contre l'islam. Leur sang est licite. Ça sera ma dernière question, ou l'une de mes dernières questions, Dr Ephraim Herrera. On a voulu titrer, avec notre équipe, Gaza ou la guerre des clans. Est-ce qu'il y a une vraie guerre des clans? Pourquoi je parle de cela? Parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, c'est un deuil national aujourd'hui pour Israël. Mais quand on essaye d'aller plus loin, demain, après-demain, à Gaza, ce qui se passera, est-ce que ça sera une guerre des clans à Gaza, ou Gaza est un seul clan?
Ah ben non, c'est pas une guerre des clans. Il y a des clans à Gaza. C'est pour ça qu'il y a ces familles comme Sharia, il y en a d'autres. Il y a toutes sortes de familles qui sont là et des clans, des Hamoulot, qui ont un groupe et qui veulent avoir leurs intérêts, qui vont défendre. Mais le concept général, qui est le concept islamique des frères musulmans, c'est lui qui règne à Gaza, c'est ce qu'on enseigne dans les écoles. Et on a essayé de travailler avec des clans qui seraient plus modérés. Ils ont été mis à mort par les gens du Hamas, de manière très claire. Il y en a aujourd'hui. Il y a certains clans avec qui on peut discuter. On aurait pu, mais pour l'instant, il n'y a aucune chance. Tant que le Hamas est au pouvoir, et on le voit qui est au pouvoir, regardez qui prend les camions, simplement, vous voyez qui prend les camions, qui règle la circulation. C'est tout bête, c'est le Hamas qui dirige. Et pour l'instant, on ne l'a pas fait tomber. Oui ou non, si le Hamas avait voulu conserver la vie de Shiri, Kfir et Ariel, est-ce que le Hamas l'aurait fait? Il aurait pu le faire, bien sûr, parce qu'il donne ses ordres quand même. Bien, ils sont affiliés, il y a un comité qui travaille ensemble. S'ils ont mis à mort, ils ont mis à mort. Comme le Hamas aussi a mis à mort déjà des civils à nous, ce ne sera pas la première fois. Merci, docteur Ephraim Herrera. C'est particulièrement dur pour nous d'en parler, mais au moins vous êtes là pour mettre des mots. Mais il faut absolument regarder objectivement la réalité, et pas comme on aimerait la voir. Parce que quand on regarde la réalité comme on aimerait la voir, alors elle nous éclate au visage. Merci. Et on vous retrouve, Shani Guidalia, avec vous. On va essayer de comprendre où en est-on concernant la libération des otages et celle des terroristes. Oui, Mathias, le Hamas devrait libérer les dépouilles de 4 otages qui sont Tsahidan Ouadi Alomi, Itzik El Garat et Shlomo Mansour. Ils devraient être remis en Égypte à 23h, puis transférés en Israël pour être identifiés à l'Institut médico-légal, exactement comme l'ont été la famille Bibas et Oded Lifshitz la semaine dernière. Après identification, Israël va libérer les terroristes palestiniens, 445 dans la nuit et puis le reste un peu plus tard dans la journée. Je précise que parmi ces terroristes, il y en a plusieurs dizaines qui ont été libérés lors de l'accord Shalit et plusieurs dizaines qui avaient été même condamnés à des peines de prison à perpétuité pour avoir tué des Israéliens. Donc la phase 1 de libération des otages devrait être terminée. Il devrait y avoir des négociations pour la phase 2 ou pas, puisque Israël va proposer 3 propositions. Tout d'abord, premièrement, le Hamas quitte Gaza. Gaza démilitarisé, donc accepte les exigences d'Israël, donc fin de la guerre. Deuxième proposition, ce serait une prolongation de la phase 1, avec évidemment une libération de plus d'otages, mais de l'autre côté, Tzahal resterait sur l'axe Philadelphie, libérerait aussi plus de terroristes et ferait entrer plus d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Et enfin, troisième proposition, ce serait une reprise des combats pour détruire les capacités terroristes du Hamas. Et maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que Israël va prendre les devants ou alors se plier aux exigences de Washington? Merci, Shani Guidalia. Justement, c'est la première question que je vais poser à un invité, Ariel Knafo, général de brigade de réserve, ancien chef de cabinet du commandement Sud. Merci, Ariel Knafo, d'être avec nous. C'est la question que je vous pose. Finalement, il y a 3 options. Option démilitarisation, option on continue la phase 1, ou option reprise des combats. Je pense que nous n'avons pas encore, nous n'en sommes même pas au milieu de notre mission dans la bande de Gaza. Nous en sommes encore au stade où la mission principale, ou les 2 principales missions, se contredisent encore parce que nous n'avons pas encore ramené tous les otages. Et lorsque ce sera le cas, eh bien, il faudra parvenir à une situation où le Hamas sera éliminé, où il n'a plus le contrôle de la bande de Gaza, aucune capacité militaire. Je ne pense pas qu'on puisse parler de démilitarisation, parce que la démilitarisation, c'est quelque chose qu'ils sont censés faire de leur propre volonté s'ils veulent vivre en paix. Or, ils ne l'ont pas fait jusqu'à présent, ils ne le feront pas d'ailleurs à l'avenir. Je ne pense pas qu'on doit les laisser utiliser ce terme de démilitarisation. Je pense qu'il faut aller et éliminer tous les terroristes. Je disais que vous étiez chef de cabinet du commandement Sud. Essayez de nous transposer actuellement dans le bureau du commandant, justement de la région Sud. Si vous étiez en face de lui, vous lui diriez quoi à l'heure actuelle? Ou plutôt, je reformule ma question. Dans quel état est-il? Comment on se prépare à
phase 1, c'est terminé, et ensuite. Alors, si maintenant nous concluons la première phase, eh bien, il faut réfléchir à ce que nous voulons, pas ce que le Hamas veut pour l'avenir. Le Hamas dit très clairement, nous voulons tout obtenir en échangeant tout, c'est-à-dire cessez les combats, retirez-vous de la bande de Gaza, laissez ceux qui veulent reconstruire la bande de Gaza la reconstruire, et du point de vue du Hamas, ils restent au pouvoir, et en échange, ils nous remettent tous les otages, ceux qui sont en vie et ceux qui sont morts. Alors, mais pourquoi est-ce qu'ils feraient cela? Parce que détenir des otages, c'est une garantie pour le long terme. Mais le Hamas est un ennemi sophistiqué. Il dit, je veux mettre un terme aux deux plans qui sont présentés aujourd'hui. L'un, c'est le plan égyptien qui dit, en gros, l'Égypte va reconstruire la bande de Gaza et le Hamas doit quitter la bande de Gaza. Et le deuxième plan, c'est le plan Trump, qui dit nous voulons faire sortir tous les Gazaouis de la bande de Gaza, qu'ils aillent vivre ailleurs, nous allons reconstruire la bande de Gaza, et c'est nous qui serons responsables de tout ce qui se passe dans cette bande de Gaza. Donc quand le Hamas veut faire un échange total de tous les otages en échange de toutes ces demandes, eh bien il met à mal ces deux plans. Et en fait, il déchire aussi les Israéliens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, en entendant cela, eh bien, oui, il faut tout libérer, et l'autre dit, nous n'avons pas le droit de mettre un terme à cette guerre. Donc, pour le commandant de la région sud, la question est comment il peut se trouver dans une situation où il n'y a plus de libération d'otages possible parce que le Hamas n'obtient rien, et donc ça nous permet de rentrer dans la bande de Gaza et d'éliminer tout ce qui est lié au Hamas. J'ai compris, c'est-à-dire en clair gagner du temps. Je ne peux pas non plus ne pas vous poser la question. Il y a la publication d'une enquête sur Nahal Oz, sur l'échec de Tzahal à Nahal Oz, Harel Knafo. Je vous vois réagir. Est-ce que pour vous, c'est quoi? C'est l'échec même de toute votre carrière quand vous voyez cette publication où Tzahal n'a pas été présente? Je pense qu'en principe, Nahal Oz, ça n'est qu'un des lieux où Tzahal n'était pas bien préparé à la défense face à la menace portée par le Hamas. Même si les plans du Hamas étaient connus, eh bien, on les considérait au sein de l'armée de manière assez méprisante. On les sous-estimait et on pensait que c'était un fantasme du Hamas, mais que jamais il ne tenterait de les mettre en œuvre et de réaliser ce fantasme. Et donc l'échec, c'est un échec total des services de renseignement. D'abord, les renseignements qui ne sont pas arrivés quand on en avait besoin, et aussi l'échec militaire, c'est-à-dire que même en l'absence de renseignements, il faut être préparé à défendre le territoire et ne pas permettre à l'ennemi de réaliser ses projets. Et en fait, on peut dire que le Hamas a vaincu la division de Gaza et le commandement sud, en tout cas pendant quelques heures. À mon avis, on peut dire que c'était un peu plus longtemps, mais là, c'est quelque chose qui va être dit dans les enquêtes. À mon avis, on n'a pas pu reprendre le contrôle pendant 3 jours. Moi, ce que j'aimerais rapidement vous poser comme question, parce que on dit l'échec de Tzahal, mais vous avez pointé du doigt l'échec des renseignements. Où était le Shabak à ce moment-là? Le Shabak, c'est aussi les services de renseignement, c'est-à-dire que le Shabak est censé avertir de ce qui se passe dans la bande de Gaza. C'est eux qui sont censés donner les alertes, mais le Shabak n'est pas seul. Les services de renseignement de l'armée possèdent des renseignements que ne possède pas toujours le Shabak. Des renseignements, bien sûr, sur le terrain, toutes ces observatrices qui ont prévenu du danger. Ça, c'est des renseignements de terrain qui n'existent pas au sein du Shabak. Et donc le Shabak a commis une immense
erreur dans son analyse aussi. Et aussi, l'échec est au moins aussi important que les renseignements militaires. En réalité, les deux organismes qui étaient responsables des renseignements ont échoué dans leur mission. C'est criant de vérité, malheureusement, général de brigade. Ariel Knafo, restez avec nous, parce qu'on aimerait vous montrer ces images et ce sujet de la demande de réclamation d'Israël vis-à-vis de la forte présence militaire égyptienne et dans le Sinaï et à la frontière avec Gaza. Ce sujet préparé par Shani Guidali, on en parle juste après. L'Égypte se prépare-t-elle à une guerre contre Israël ? La question préoccupe les services de sécurité depuis des semaines, mais reste sans réponse. L'inquiétude grandit face au déploiement de troupes et d'armements égyptiens à la frontière avec la bande de Gaza et dans le Sinaï. Sur ces vidéos publiées au début du mois et relayées sur les réseaux sociaux, on y voit des centaines de chars égyptiens déployés dans la région. Des bruits d'explosions et d'équipements militaires ont aussi été entendus par les habitants des localités israéliennes frontalières. Par ailleurs, les nombreuses infrastructures, routes et ponts mises en place par l'Égypte il y a près de 10 ans pour lutter contre l'État islamique n'ont toujours pas été retirées. Israël a donc demandé des clarifications à son voisin sur ces prétendues violations des accords de Camp David. Pourtant, l'Égypte nie avoir violé tout accord et tente d'apaiser les tensions. Le pays a même proposé une médiation des États-Unis dans le cas où les deux pays ne parviendraient pas à trouver un terrain d'entente sur le sujet. Pour le Caire, les nombreuses vidéos diffusées sur la toile sont falsifiées. Les prétendues menaces contre le réacteur de Dimona, les exercices contre des avant-postes et des bases israéliennes, des vidéos créées par l'intelligence artificielle, par des acteurs qui tenteraient de déstabiliser les relations entre les deux pays. Même si la plupart de ces vidéos sont fausses, plusieurs experts sécuritaires soulignent que l'Égypte a déployé à plusieurs reprises des forces dans le Sinaï sans autorisation préalable d'Israël. En novembre 2007, lorsqu'Israël s'est opposé au renforcement de troupes à la frontière avec Gaza pour lutter contre la contrebande en provenance de la bande de Gaza, puis en 2018, lors de la lutte contre l'État islamique. Le chef d'état-major égyptien de l'époque avait affirmé que 42 000 soldats étaient dans le Sinaï, alors que l'accord de paix limite leur présence à 22 000. Ariel Knafo, vous êtes toujours avec nous. Les renseignements, là aussi, disent que non, ça n'arrivera pas. Les Égyptiens n'attaqueront pas. À force de dire que ça n'arrivera pas, au final, Israël est surpris. Donc, à quel moment on doit changer de fusible, de disquette ? Alors, je dirais la chose suivante. Je pense que les Égyptiens ont déjà dépassé les bornes. C'est-à-dire ont fait trop d'opérations qui violent les accords de paix, ou en tout cas l'esprit des accords de paix entre l'Égypte et Israël. La question, c'est pourquoi et dans quelle mesure. Je pense que toutes ces années, ils ont accumulé une puissance grâce aux Américains et ils ont maintenant une armée très sophistiquée, très puissante. Et une partie de cette armée se trouve déjà dans la péninsule du Sinaï, parfois avec l'accord d'Israël, mais en violation de l'accord de paix. Ce qui est préoccupant, c'est que tous leurs grands exercices, eh bien, ce sont des exercices où l'ennemi qui fait face à eux, c'est Israël. Alors, s'il y a un accord de paix, pourquoi est-ce qu'ils doivent faire des exercices contre Israël ? Nous ne faisons pas d'exercices contre l'Égypte. On prend en compte la possibilité de l'entrée sur nos territoires d'acteurs en provenance d'Égypte, mais pas une attaque de l'armée égyptienne. Alors pourquoi font-ils cela ? Je pense que de manière générale, ils se préparent à quelque chose qui pourrait arriver. Peut-être que leur excuse sera de dire, par exemple, qu'ils s'entraînent à l'entrée d'une foule de Palestiniens sur le territoire égyptien. Donc ils peuvent avoir toutes sortes d'excuses, mais je pense qu'effectivement, il faut ouvrir les yeux sur ce phénomène. Et aujourd'hui, l'État d'Israël n'est pas prêt à défaire les Égyptiens. Israël peut défendre son territoire sur quelques
quelques points, mais pas pour vaincre l'armée égyptienne. Et donc les Israéliens doivent le savoir. Alors, je ne sais pas quand les Égyptiens feront volte-face face à nous, mais tout ce que je sais, c'est que la confrontation qu'il y a concernant ce plan de relocalisation des Gazaouis, eh bien, cela crée encore plus de tensions. Ariel Knafou, vous avez 31 ans de carrière militaire, si je compte bien, du moins en période régulière. C'est-à-dire que vous êtes engagé en 1983, vous avez pris votre retraite militaire en 2014, depuis vous êtes en période de réserve. Pourquoi je parle de cela? Parce que vous aviez 10 ans, donc, au moment quand vous êtes... 10 ans après la guerre de 73, vous vous êtes engagé. Et la guerre de 73... eh bien, c'était l'échec des renseignements, là aussi, la guerre des égaux entre le Mossad d'un côté, les renseignements militaires de l'autre. À force de regarder l'ennemi, et de ne pas se retrouver, de se regarder soi-même, est-ce qu'on n'est pas en train de recommencer à refaire les mêmes erreurs? Parce que je vous entends effectivement dire, on ne sait pas ce que vont faire les Égyptiens. Mais est-ce que ce n'est pas une erreur de perception? Est-ce que le problème, il n'est pas aussi de dire, qu'est-ce qu'on sait faire, nous, avant de regarder l'ennemi? Je pense que c'est un point très juste que vous faites ressortir. Je pense que la situation est même pire. C'est-à-dire que lorsqu'on pense que ces dernières années, tous nos services de renseignement se focalisaient sur 3 questions. Le Hamas, le Hezbollah et l'Iran avec les capacités nucléaires éventuelles. Je peux dire qu'en ce qui concerne le nucléaire iranien, de manière générale, on sait suffisamment de choses et on a des capacités. Je peux vous dire qu'en ce qui concerne le Hezbollah et le Hamas, nous sommes surpris par de nombreux éléments. Et si sur ces sujets sur lesquels on se focalisait, eh bien on a été surpris le 7 octobre, eh bien il est évident que face à l'Égypte, c'est un sujet qui ne nous préoccupait pas tellement. Et bien face à l'Égypte, on connaît beaucoup moins de choses et on sait beaucoup moins quelles sont leurs intentions et parfois leurs capacités. Et je dois dire qu'ils ont des capacités importantes et bien plus importantes que ce que nous avons sur le terrain pour faire face à eux. Est-ce que l'armée égyptienne va prendre l'initiative? Je ne sais pas, mais je dois vous dire qu'il ne sera pas facile pour nous de stopper une attaque égyptienne et malheureusement on répète les mêmes erreurs. Je dois dire à titre personnel que j'ai honte de ma génération. Nous avons étudié dans tous les détails la guerre de Kippour et même chose pour la guerre du Liban, la première guerre du Liban. Et malgré tout, nous avons échoué. Et lorsque je parle des gens de ma génération, je parle par exemple du chef d'état-major, celui actuel et le prochain, et les généraux de l'état-major. Certains étaient sous mes ordres, certains ont mon âge. Et je dois dire qu'on a échoué certainement, et un échec qui n'est pas moindre de l'échec qu'on a vu lors de la guerre de 73. Cela signifie qu'on n'a pas vraiment tiré les leçons de la guerre de Kippour, en tout cas pas suffisamment bien, et les résultats parlent d'eux-mêmes. Néanmoins, je dois dire qu'immédiatement après l'attaque du 7 octobre, eh bien depuis, on voit un élan, on voit un apprentissage très rapide, et en tout cas sur un front ennemi, nous sommes en train de vaincre l'ennemi, et il est probable qu'on va gagner. Mais la guerre de Kippour aussi, on l'a remportée. On a eu 3000 morts. Et on a été surpris, mais ils n'ont pas réussi à nous battre. Nous n'avons pas tiré les leçons et nous ne savons pas comment éviter qu'on nous surprenne ou surtout qu'on n'arrive pas à mettre à mal nos forces qui sont sur le front. Enfin, un général qui compare la guerre de 73, la guerre du Kippour, avec celle du 7 octobre. Je dois dire que c'est l'une des premières fois que je l'entends et c'est combien c'est hautement vrai, puisque c'est les 2 guerres où Israël a été pris par surprise, véritablement, et surtout pas préparé. J'aimerais que vous restiez avec nous encore une fois, s'il vous plaît, Ariel Knafou, parce qu'on va parler du fait que le ministre de la Défense, Israël Katz, bloque les salaires des terroristes libérés. C'est important, parce que ça concerne aussi la Judée-Samarie. Regardez.
La guerre antiterroriste se poursuit aussi sur le plan économique. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a récemment imposé des sanctions financières ciblées contre des terroristes libérés et leurs familles qui perçoivent de l'argent de l'autorité palestinienne. Ces mesures visent aussi des individus ayant la citoyenneté israélienne ou qui résident en Israël. Les sanctions ont été imposées dans le cadre des actions des services de sécurité contre les organisations terroristes. Les délits comprennent des tentatives d'enlèvement de soldats, la préparation et la contrebande d'explosifs et bien d'autres. Suite à cette décision, prise en coopération avec le Shin Bet, la police a perquisitionné les domiciles des personnes visées. Les forces israéliennes ont saisi des biens et de l'argent liquide d'une valeur de plusieurs centaines de milliers de shekels. Même si l'autorité palestinienne avait annoncé le 10 février qu'elle mettait un terme à son système d'allocation, Mahmoud Abbas a réaffirmé en début de semaine que même avec des ressources limitées, la priorité serait donnée aux terroristes qualifiés de martyrs. Avant ces sanctions imposées par Israël, l'autorité palestinienne avait un système bien établi de paiement aux terroristes, connu sous le nom de fonds des martyrs. Plus la peine de prison était lourde, plus le paiement mensuel était élevé. Les terroristes responsables d'attentats recevaient donc des sommes plus importantes. L'autorité palestinienne versait des allocations non seulement aux terroristes, mais aussi aux familles de ceux qu'elle considère comme martyrs. Une fois libérés, les terroristes continuaient de percevoir une pension à vie. En 2024, 470 millions de shekels de fonds destinés à l'autorité palestinienne ont été gelés, une déduction des montants équivalent aux paiements versés aux terroristes. Ces fonds ont été réaffectés pour indemniser les victimes du terrorisme et leurs familles. Et pourquoi c'est intéressant que vous soyez là? Parce que vous avez eu aussi des fonctions à Al-Knafo en Judée-Samarie. La présence des blindés à Jenin, la première depuis 2002, depuis l'opération Rempart, c'est un tournant pour vous? À mon avis, c'est un tournant, mais je ne serais pas capable de vous dire si c'est le tournant nécessaire. Si on rentre de nouveau dans une démarche semblable à l'opération Rempart et qu'on transfère encore une fois le terrain à l'autorité palestinienne à la fin, on n'aura rien fait. Si on entre dans Jenin et que l'objectif c'est de conquérir et de nettoyer Jenin des nids de terrorisme et de garder le contrôle de Jenin pour y mettre en place un pouvoir indépendant avec un système éducatif qui éduque à la paix et à la démocratie, peut-être les choses pourraient changer. Mais toute autre démarche, eh bien, cela va nous ramener à la situation présente. J'ai été responsable de la division de Naplouse pendant la deuxième intifada. On a éliminé toutes sortes de terroristes et on a retransféré le territoire à l'autorité palestinienne. Et quelques années plus tard, on a vu la réapparition de ces nids de terrorisme. Donc, ça n'est pas cela qu'il faut faire. Il faut faire quelque chose de différent. À la fin des combats, il faudra y rester de manière permanente et ne pas transférer le pouvoir à l'autorité palestinienne. Comme vous l'avez dit dans votre reportage, l'autorité palestinienne, c'est une organisation terroriste comme le Hamas. Alors bien sûr, ils portent des cravates et ils s'expriment bien, mais cela ne signifie rien. Tout le BDS est financé et nourri par l'autorité palestinienne. Les terroristes continuent à recevoir des salaires. Comme le dit Mahmoud Abbas, même s'il ne me restait qu'$1, eh bien, je le remettrai à des gens qui ont commis des attentats en Israël ou contre des Juifs. Je pense que l'autorité palestinienne aurait dû disparaître depuis bien longtemps. C'est bien plus dangereux que le Hamas, parce que le Hamas, tout le monde le considère comme une organisation terroriste dans le monde, alors que l'autorité palestinienne a une place de choix aux Nations Unies ou auprès des gouvernements européens. Ils sont bien plus dangereux, c'est-à-dire ils sont aussi terroristes que le Hamas, mais ils sont plus acceptés. Il faut y mettre un terme. J'aimerais juste préciser, ça sera vraiment ma dernière question, Ariel Knafo. Vous dites qu'il faut rester sur place. Mais qui va gérer alors la vie administrative et civile des habitants sur place? À moins que vous parliez que de sécurité.
Qui a géré la situation avant de ramener Arafat et ses 40 000 assassins en Judée et Samarie? Ce sont eux qui, en fait, ont mis à mal les Palestiniens. Jusqu'à présent, il y avait une opposition palestinienne bien moindre et l'éducation donnée aux Palestiniens était bien différente. Si on avait donné le pouvoir à des gens comme Hanan Ashraoui, Djibril Jaljoud à l'époque, le résultat aurait pu être différent. C'est nous qui avons fait venir ces assassins et lors des accords d'Oslo, on leur a confié ce territoire et le résultat qu'on voit aujourd'hui, eh bien, c'est à cause de cela. Donc le seul moyen de résoudre ce problème, c'est tout simplement d'écarter l'autorité palestinienne et commencer à faire autre chose. Mais faire autre chose. Je pourrais vous donner des idées sans aucun problème. Allez-y, vous avez 1 minute 30 pour donner vos idées. Par exemple, prenez Hébron. Hébron, c'est une ville où il y a 5 Hamulot, 5 clans qui détestent l'autorité palestinienne. Ces clans voudraient bien avoir un pouvoir autonome. Et on pourrait créer un émirat de Hébron si on les laissait se gouverner eux-mêmes, les déconnecter de l'autorité palestinienne. Eh bien, je peux vous dire que les résultats seraient bien meilleurs que les résultats qu'on a avec l'autorité palestinienne, parce qu'ils contrôleraient tout ce qui se passe sur le terrain. Et on parviendrait à une situation où cet émirat se développerait sur le plan économique et bien sûr, ils auraient un système éducatif différent. Et bien d'autres villes qui sont similaires à Hébron, diront nous voulons faire comme eux. Et de la même manière, on peut faire quelque chose à Jenin. Jenin aussi est très éloigné de l'autorité palestinienne. Et l'autorité palestinienne qui pendant 15 jours a essayé de mener une opération sans parvenir à aucun résultat, si on les déconnecte de l'autorité palestinienne, peut-être qu'on pourra arriver au même résultat. En Judée et Samarie, on peut aussi encourager les gens à immigrer. Une grande part de la population serait intéressée et je suis certain qu'il y a des pays qui seraient ravis d'accueillir des gens qualifiés de Judée et Samarie, ce qui n'est pas le cas pour les Gazaouis. L'autorité palestinienne, c'est une autorité terroriste qui rémunère les assassins et tant que cette autorité palestinienne reste au pouvoir, plus elle reste au pouvoir, plus le peuple palestinien devient meurtri. Effectivement, c'est des propos qui ne sont pas entendus généralement. Bon, ils n'engagent que vous, bien évidemment, à Ariel Knafo, mais c'est intéressant aussi d'avoir votre avis pour un officier qui a été tant sur le front sud qu'en Judée-Samarie. Merci à vous d'avoir été en très grande partie notre invité central dans cette édition de Défense. Merci à vous. Merci et bonne soirée. Bonne soirée à vous. Alors, plusieurs milliers de soldats israéliens ont été blessés, ça vous le savez, souvent grièvement. La question est de savoir comment on les prend en charge. Et justement, un premier centre a ouvert ses portes à Tzrifin, dans le centre du pays, pour les soldats blessés, les blessés de guerre. Regardez. Ce soldat a perdu sa jambe au cours des combats le 7 octobre 2023. Comme lui, ils sont des milliers de blessés dans les rangs de Tsahal. Pour aider à leur réhabilitation, un centre spécial vient d'ouvrir ses portes. Situé dans l'hôpital militaire de Tzrifin, au centre d'Israël, c'est la première clinique à fournir un ensemble médical personnalisé aux membres de Tsahal qui portent encore l'uniforme. Le centre de rétablissement et de réadaptation n'est pas seulement une unité, ce sont des personnes qui savent que la guérison n'est pas seulement une question médicale, mais aussi un processus mental, émotionnel et cognitif. Des personnes qui reconnaissent l'importance de la famille, des amis et de l'environnement du patient. Des gens qui accompagnent les soldats avec un objectif clair, non pas les ramener à ce qu'ils étaient, mais les aider à retrouver ce qui pourrait encore être.
Inauguré ce lundi, le centre fournit un accompagnement médical dès le début de l'hospitalisation et après le retour à la vie normale. Pour y arriver, plusieurs services ont été créés. Physiothérapie, nutrition, soutien psychologique. Une hotline disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 est également à disposition dès leur sortie d'hôpital. Afin de rendre les soins accessibles, des antennes ont également été créées dans tout le pays. Notre objectif est de sauver des vies. Nous avons compris que cela ne s'arrête pas au traitement à l'hôpital, mais qu'il s'agit d'un long processus dans l'engagement de Tsahal. Les meilleures personnes sont ici pour s'assurer que les blessés reçoivent les meilleurs soins physiques et mentaux. Environ 540 soldats conscrits sont actuellement pris en charge. Parmi eux, près de 380 ont été blessés en opération. 75 sont des soldats de carrière, 10 sont réservistes. Océane Nicole, l'actualité, c'est aussi actuellement les préparatifs sécuritaires autour du Ramadan. Le Ramadan qui commence ce vendredi. Généralement, c'est un mois de tension en Israël. Oui, alors que le Ramadan commence ce week-end ici en Israël, Mathias, eh bien la police israélienne a décidé de prendre des mesures comme chaque année. L'objectif, eh bien, c'est de faire en sorte que ce mois sacré pour les musulmans se passe dans les meilleures conditions possibles pour les fidèles musulmans et aussi qu'il n'y ait aucun débordement et que tous les citoyens israéliens soient en sécurité, puisqu'on sait que c'est une période qui est à risque, une période synonyme ici de tension en Israël, d'autant que cette année, Mathias, c'est bien ce Ramadan intervient alors qu'on est en plein accord et libération d'otages côté israélien et Israël qui en échange a libéré à l'heure à laquelle on parle déjà des centaines de terroristes palestiniens qui étaient détenus dans les prisons israéliennes et qui se retrouvent maintenant à l'heure à laquelle on parle dans la nature et donc susceptibles de passer de nouveau à l'acte. C'est pourquoi la police israélienne préfère prévenir plutôt que guérir. La police israélienne qui s'attend d'ailleurs à un afflux davantage de personnes, davantage de fidèles musulmans qui pourraient être désireux de venir prier notamment au mont du Temple, esplanade des mosquées, donc dans la vieille ville de Jérusalem. Il y a eu ces derniers jours plusieurs patrouilles, plusieurs états des lieux justement pour évaluer la situation sécuritaire dans la capitale israélienne. Regardez. La police israélienne travaille pour maintenir la sécurité et le respect de la loi. Tous ceux qui désirent nuire à la paix ou qui s'engagent dans des comportements violents qui nuiraient aux habitants et aux touristes seront sanctionnés. Nous n'allons pas autoriser le moindre élément extrémiste qui dérangerait l'ordre public. Nous ne tolérons pas l'incitation à la violence et aux tensions et nous prendrons les mesures nécessaires contre toute personne qui propagerait de fausses informations qui n'ont aucun lien avec la réalité. Et résultat, il y a donc des mesures supplémentaires qui ont été mises en place pendant cette période du Ramadan. Premièrement, le déploiement supplémentaire des forces de la police des frontières dans la capitale israélienne, le renfort de forces de police dans la vieille ville de Jérusalem. Il y a aussi des nouveautés qui vont être utilisées, notamment des nouveaux moyens technologiques par la police pour détecter des personnes suspectes. Et il y aura aussi la restriction sur le nombre de fidèles autorisés à accéder justement au mont du Temple, esplanade des mosquées. Les hommes de plus de 55 ans, les femmes de plus de 50 ans et les enfants de 12 ans et moins seront les seuls autorisés à entrer donc sur le mont du Temple, esplanade des mosquées. À noter que les prières du vendredi qui sont le jour hebdomadaire le plus à risque pendant cette période de Ramadan, le mont du Temple, esplanade des mosquées aura une capacité maximale de 10 000 personnes, pas plus. Et évidemment, la police israélienne est donc prête. Elle l'a dit à quelques jours du début du Ramadan. Et les Israéliens sont appelés plus que jamais à la prudence et à la vigilance, surtout particulièrement pendant cette période du Ramadan. Merci Océane Nicole. Allez, on enchaîne dans ce défense avec la question de la Syrie et du Liban, du Front Nord en clair. Et le spécialiste de la question, c'est Michel Fayad. Merci de nous retrouver dans Défense, toujours un plaisir. Michel, clairement, il y a eu cette phrase de Benyamin Netanyahou, nous souhaitons la démilitarisation du sud de la Syrie. Visiblement, ça ne passe pas du côté du nouvel État en place. La question est de savoir qu'est-ce qu'il propose. En fait, ça dépend de qui, parce qu'on sait aussi qu'il y a certaines milices druzes qui, depuis l'accès au pouvoir, la chute de Bachar el-Assad et l'accès au pouvoir de Joulani, ont réclamé à ce qu'Israël vienne en fait les protéger et les sauver. Il y a même eu il y a eu pas mal de druzes qui ont réclamé donc effectivement que les Israéliens rentrent non seulement
donc dans toute la province de Quneitra dans laquelle se situe le Golan, mais aussi dans les provinces donc, de Dera et de Souaïda. Souaïda étant l'ancien état du Jebel Druze, mais tout cet ensemble formant ce qu'on appelle le Oran, et même de continuer au-delà, c'est-à-dire pour atteindre Tanf, qui est la région où il y a les Américains, et même poursuivre peut-être jusqu'à la région contrôlée par les Kurdes, et donc faire une espèce d'arc allant du nord-est jusqu'au sud, qui serait contrôlé donc par les Kurdes, les Américains et les Israéliens, avec l'aide des milices kurdes et des milices druzes. Au départ, on sait que ce plan était un peu utopique, mais les récents propos de Netanyahou et les opérations militaires israéliennes qui ont commencé donc ces dernières heures font que ce plan pourrait se mettre en place finalement. Il faut quand même savoir qu'il y a quand même un autre islamiste au sud de la Syrie, qui est donc Ahmad Aouda, qui est le chef des opérations militaires du Sud et qui est un rival de Joulani. Ils partagent un peu les idées communes. Simplement, Joulani, lui, qui est soutenu plutôt par les Saoudiens, les Qataris et les Turcs, tandis que Aouda est soutenu par les Émiratis et les Russes. Donc ça veut dire très clairement, parce qu'il y a des indications selon lesquelles Tsahal pourrait laisser rentrer par exemple des Druzes du sud de la Syrie en Israël travailler. En même temps, Tsahal frappe ces régions du sud de la Syrie. Est-ce que vous voyez une sorte d'avancée, ou alors pour l'instant c'est une sorte de statu quo? Parce qu'en même temps, il y a Steve Witkoff qui dit le Liban et la Syrie pour faire partie des accords d'Abraham. C'est quand même trop tôt, on est d'accord? Oui, non, que le Liban et la Syrie rentrent dans les accords d'Abraham, ça paraît vraiment utopique à l'heure actuelle, parce qu'une Syrie dirigée par Joulani qui dit que son maître à penser et Ben Taimiyya qui veut exterminer les Juifs, les chrétiens, les Druzes et les Alaouites, ça paraît un peu étrange que la Syrie de Joulani rentre dans les accords d'Abraham. Et puis le Liban, il y a quand même encore des ministres Hezbollah et des ministres, même Amal, alliés du Hezbollah, qui se trouvent au gouvernement. Il y a le président du Parlement qui est Amal, qui est du mouvement Amal, le chef du mouvement Amal même, et qui est allié donc au Hezbollah, qui mettrait même pas à l'ordre du jour le vote d'une entrée du Liban dans les accords d'Abraham. On n'en est vraiment pas encore là pour que le Liban et la Syrie rentrent dans de tels accords. Par contre, il faut vraiment comprendre l'aspect druze, c'est-à-dire que vous savez très bien que les Druzes comptent énormément dans la société israélienne, dans l'armée israélienne, et également au Liban et en Syrie. Et ça fait quand même plusieurs semaines, plusieurs mois que les Druzes tentent vraiment de créer en fait ce pont avec les Israéliens, tout en jouant un plan B qui serait de trouver un accord avec Joulani. Donc, si vous savez, les Druzes, vous savez, dans leur religion, et on dit en arabe « Malawi », ça veut dire avec celui qui est debout, celui qui est en puissance, celui qui est fort. Donc, ils savent que celui qui est le plus fort dans la région, c'est Israël. Donc, leur première priorité, c'est une entente avec Israël. Et donc, il y a eu énormément d'appels dans ce sens. Mais si Israël ne fait rien, la deuxième possibilité, c'est de s'entendre avec celui qui est le plus fort dans le pays, qui est Joulani. C'est pour cela qu'ils ont utilisé le druze libanais Jumblat, qui a été le premier de la région, qui est venu rendre visite à Joulani pour essayer de trouver un accord avec Joulani. C'est intéressant ce que vous dites, et ça sera ma dernière question, Michel Fayad, concernant le Liban. C'est-à-dire que est-ce que si jamais Israël agit, est-ce que ça peut d'autant plus affaiblir le Liban? On a vu les avions israéliens survoler Beyrouth pendant les funérailles de Hassan Nasrallah. C'est aussi ça le message. Oui, Israël montre que Israël est le maître des airs. Donc, au Liban, Israël a voulu montrer durant la cérémonie pour Nasrallah que le Hezbollah a beau rassembler 1 million de personnes sur le terrain, et bien les airs sont contrôlés par Israël. Et d'ailleurs, le chef du Hezbollah lui-même, Naïm Qassem, n'était même pas présent physiquement sur les lieux. C'est vous dire le signal qui est envoyé. Et en même temps, vous savez qu'il y a également... Israël souhaite à la fois bloquer les armes venant de Syrie vers le Hezbollah,
mais également Israël souhaite bloquer l'entrée en Syrie des groupes chiites pro-iraniens d'Irak, les Hashd Sha'abi, pour qu'ils ne viennent pas en aide au Hezbollah en fait. Donc Israël essaie vraiment de maîtriser le ciel libanais et le ciel syrien. Il faut quand même voir que ces dernières heures également, Israël a continué à détruire tout ce qui est aviation syrienne, donc aviation militaire syrienne, je parle bien sûr, et donc vraiment pour éliminer toute concurrence. Merci Michel Fayet, toujours aussi clair et toujours un plaisir de vous avoir dans Défense. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci. Allez, on passe complètement à autre chose. On va parler de combat, mais cette fois dans l'octogone. On parle de MMA. C'est une discipline de plusieurs arts martiaux et un combattant israélien a tout simplement répondu ces dernières semaines à une déclaration d'un combattant MMA mondialement connu et qui dit finalement Adolf Hitler est un chic type. Alors il a lancé le défi, sauf que ce dernier vient de, tout simplement, il n'y a pas d'autre terme, de se débiner. C'est-à-dire qu'un top 10 très fort dans les paroles, peut-être un peu moins dans l'octogone. J'ai le plaisir de recevoir depuis les États-Unis Ilie Barzilai. Merci d'être avec nous, Ilie. The hype is real, Barzilai. Ilie, comment allez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Votre combattant s'est débiné, tout simplement. Il n'y a pas d'autre terme. Ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. 3 jours avant le combat, on était en train de se préparer. Il a dit qu'il ne voulait pas combattre à cause du poster, parce qu'il y avait des filtres. Ensuite, il a dit parce que c'était un autre combat qu'il avait décidé de faire, d'ailleurs avec un ami à moi, un très bon ami à moi. Et j'ai parlé d'ailleurs à cet ami brésilien et je lui ai demandé s'ils avaient fixé un combat avec ce rival. Donc c'est un mensonge complet. Je pense qu'à ce niveau, je ne sais pas s'il a peur de moi, mais en tout cas, il ne voulait pas prendre le risque de perdre. Ilie, comment on fait quand on est aussi jeune que vous et qu'on fait face non seulement à des adversaires, mais aussi à un antisémitisme, un antisionisme tout le temps répété? Ça n'est pas quelque chose avec lequel il est simple de faire face. Effectivement, il y a beaucoup de haine à laquelle je suis confronté, beaucoup de gens qui espèrent que je vais perdre. À titre personnel, je suis un sportif de haut niveau et donc je dois faire face à ces défis et je suis ravi de mettre face à eux le drapeau israélien et de les vaincre surtout. Oui, vous qualifiez en anglais de Israeli warrior, c'est-à-dire combattant, véritablement un combattant, un guerrier israélien. Celui qui vous sponsorise d'ailleurs est aussi un guerrier et un artiste, Idan Hamedi. C'est pour vous important ? Oui, Yigal Hamedi est un de mes sponsors depuis le dernier combat. Idan a toujours été mon chanteur préféré. J'ai toujours adoré l'écouter, mais je ne le connaissais pas personnellement. Je savais juste que c'était quelqu'un de bien. Et j'ai eu la chance de le rencontrer lors de ma dernière visite en Israël et je suis encore plus fan. Pas seulement du fait de son histoire, de ce qu'il a fait au cours de cette guerre, mais c'est quelqu'un de très spécial qui essaye toujours de me venir en aide et de promouvoir ma carrière et j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Vraiment, je n'ai que de bonnes choses à dire sur Idan Hamedi. Quand je disais que vous étiez un guerrier israélien, vous avez dédié votre victoire aux otages. Quel est votre regard justement sur ceux qui ont votre âge et qui ont combattu ces derniers mois à Gaza ou au Liban? C'est ma source d'inspiration.
Je reçois beaucoup de messages de soldats qui combattent à Gaza, au Liban. Ils m'envoient des photos, ils me disent que je suis leur source d'inspiration. Mais en réalité, c'est eux qui sont ma source d'inspiration. Eux, ils luttent face à la mort. Il n'y a pas d'arbitre qui peut mettre un terme au combat lorsqu'eux combattent. Donc c'est vraiment une inspiration immense et mon esprit combatif vient de ces gens-là. C'est exactement ce que je veux représenter. À chaque fois que je suis dans l'octogone, je veux représenter ces gens-là, l'esprit combatif qu'ont les Israéliens. Et j'ai un peu honte lorsqu'on me dit que je leur sers d'inspiration, parce que de mon point de vue, c'est complètement l'inverse. Alors, à moi, à des milliers de kilomètres, parce que du coup vous êtes aux États-Unis, qu'est-ce que je peux vous souhaiter finalement? D'arriver dans le top 10, de représenter Israël dans tous les octogones, dans le monde entier? C'est ça que vous voulez? Oui, être champion du monde. Être champion du monde, c'est mon objectif. Être le numéro 1 mondial et faire l'histoire, c'est ma destinée et je sais que j'en suis capable. Mais la chose essentielle, c'est la santé. Voilà, vous pouvez me souhaiter une bonne santé et une période un peu plus paisible. Merci beaucoup, Illaï Barzilai. Vous avez fait plaisir aux téléspectateurs israéliens et surtout aux téléspectatrices israéliennes ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'est l'occasion pour nous aussi de terminer, de souffler, de terminer cette édition spéciale de Défense après cette journée particulièrement difficile où on rend hommage bien évidemment au courage de la famille Bibas et au courage de toutes celles qui ont perdu un être cher à Gaza et au cours de ces prises d'otages. Bonne soirée à vous.